Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 histoires sur Reddit qui ont le plus fait parler sur la plateforme pendant le mois de mars. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, AkenTV, qui s'affiche juste là, si vous souhaitez m'envoyer une histoire terrifiante qui vous est arrivée. Maintenant que les formalités sont dites, j'espère que vous êtes bien installés et on est parti pour découvrir ensemble la première histoire. Il y a quelques mois, Elise, qui aimait passer du temps sur le forum Reddit, naviguer sur différents sujets, a posté un message sur un forum bien particulier, un forum sur le thème des symboles. Elle avait posé une question car elle cherchait à connaître la signification d'un symbole qu'elle avait gravé sur un collier. Malheureusement, la plupart des réponses qu'elle pouvait avoir étaient soit floues, donc elle ne trouvait pas vraiment de réponse à sa question précisément, ou alors les réponses étaient tout bonnement inexistantes. Quelqu'un, un certain Stan, avait proposé de lui répondre par message privé. Elise n'a pas vraiment eu le temps de converser avec cet individu parce que le commentaire où il disait justement on peut parler en privé a été supprimé, soit directement par Stan, soit par un modérateur qui jugeait ce message inapproprié. Donc Elise, quand même voulant en savoir plus, a réussi à retrouver le fameux profil de ce Stan. Son pseudo était assez facile à mémoriser, donc un peu plus tard, après avoir retrouvé le profil de cette personne, elle lui a envoyé un message pour justement avoir des réponses à ses questions. Et ce fameux Stan lui a raconté une histoire assez étrange. Il a dit que son collier était ce qu'on appelle un Elder Sign, un artefact ancien qui existerait apparemment qu'en 5 exemplaires, donc quelque chose d'assez rare. Il dit que l'un des détenteurs était décédé il y a peu. Enfin, en gros, il sort une histoire un peu alambiquée. Elise, c'est ce qu'elle se dit, que ça fait un peu gros, mais elle trouve le truc intéressant, donc elle continue un peu de rentrer dans ce jeu de l'histoire étrange. Elle a eu des possibles réponses à ces questions au travers de la conversation, mais après, elle est partie sur d'autres affaires. Un mois plus tard, encore en train de naviguer sur des forums, elle était cette fois-ci sur un thème, celui des disparitions non élucidées. Donc elle a posé une question concernant un souvenir d'enfance sur une disparition qui l'obsédait. Parfois, ça peut nous arriver qu'on ait vu quelque chose à la télé, et cette chose fait qu'on se pose des questions. Enfant, on ne cherche pas de réponse, mais plus tard, adulte, la question peut revenir nous trotter en tête, et c'est justement ce qu'il s'était passé là pour Elise. Elle a donc posé sa question, et là, encore une fois, le fameux Stan est venu la recontacter, alors que le sujet était complètement différent de la première fois où Elise et lui se sont parlé. Et le message de Stan était assez particulier, car il disait qu'Elise devait supprimer son message très vite parce que l'enquête était apparemment encore en cours. De plus, il insistait sur un autre point, le fait qu'elle devait aussi supprimer son message sur le premier forum, donc sur les significations des sortes de runes qu'il y avait sur son collier. Là, pour Elise, c'est bizarre. Elle se dit, encore supprimer un message sur une enquête en cours, pourquoi pas, mais pourquoi supprimer un message sur la signification d'un collier? Quelque chose cloche, et aussi ce qu'elle se dit, c'est bizarre que ce Stan soit encore là à lui parler. Elise a dit, ok, je vais les supprimer à une condition, c'est que tu me prouves que justement l'histoire de l'enquête en cours est vraie, et pour le truc du collier, eh bien j'aimerais que tu me prouves que tu as une autorité qui indique qu'effectivement je dois enlever ce message. Stan ne donne aucune preuve, il devient juste de plus en plus agressif. Elise en a assez, donc elle décide concrètement de passer à autre chose. Le temps passe, et on arrive à un jour où Elise était au travail. Alors qu'elle était à la caisse du magasin, 2 personnes sont rentrées, ils ont acheté des pizzas surgelées. L'un était blond et l'autre avait des cheveux noirs, mais en tout cas des personnes qui semblaient, ma foi, tout à fait classiques, qui venaient acheter un petit truc à manger. Mais une brique de la conversation entre les 2 hommes a attiré l'attention d'Elise. Les hommes vont à la caisse et celui avec les cheveux noirs dit à Elise, « Alors Livian, est-ce que tu as eu des nouvelles du collier ?» Pour vous, ça semble être assez flou. Mais il se trouve qu'en fait, ce terme, ce nom, Livian, c'est le pseudo que prenait Elise sur Reddit, un pseudo qu'elle a utilisé depuis des années, depuis son adolescence. C'est-à-dire que sur à peu près tous les sites, ça peut être, je sais pas, des forums, etc. C'était le pseudo qu'elle avait l'habitude de prendre. Et ce pseudo, dans son entourage, personne ne le connaissait. Tout le monde l'appelait Elise. Donc, pour notre amie à ce moment-là, la personne qui lui parle là n'est autre que le fameux Stan. Ou en tout cas, un des 2 hommes l'est. Elise fait mine de ne pas comprendre ce qui est dit, elle ne répond pas, les pizzas sont payées et les hommes quittent le magasin. Une fois son service terminé, Elise est allée à sa voiture et elle a pris le chemin pour rentrer à la maison. Et alors qu'elle était sur le chemin, elle a aperçu ces 2 hommes qui lui avaient parlé, qui roulaient
assez lentement à côté d'elle et qui la regardait sans détourner le regard. Élise ne savait pas qui était Stan parmi les deux personnes, mais elle supposait fortement que c'était l'un des deux. La personne avec les cheveux blonds, elle ne l'a plus jamais revu, mais par contre, celui avec les cheveux noirs, si. Elle l'a recroisé plusieurs fois, et à chaque fois, il était avec une personne différente. Quand il se croisait, cet homme la regardait toujours avec une intensité particulière, un regard qu'elle décrit comme assez malsain, comme si on pouvait deviner dans ce regard que cet homme n'avait pas de bonnes intentions. Mais par contre, il n'y a eu aucun dialogue entre Élise et cet homme, jusqu'à un jour où il a décidé de l'approcher. Et quand il l'a approché, il lui a demandé si elle avait effectivement fait ce qu'il avait demandé sur Reddit par message, c'est-à-dire supprimer les différentes publications qu'elle avait pu faire. Élise comprend qu'effectivement cette personne est bel et bien ce fameux Stan, et pour se préserver, pour garder cette espèce d'anonymat, elle décide de faire mine de ne pas comprendre, faire comme si cet individu se trompait de personne. Néanmoins, ce Stan, cet individu bien étrange, n'en démord pas. Il insiste plusieurs fois, et au bout d'un moment, agacée, Élise l'envoie se faire balader. Jusqu'à présent, Élise se disait qu'elle pouvait gérer la situation. Donc elle n'a jamais prévenu les autorités compétentes à ce propos. Elle n'avait pas réellement peur de ce Stan. Elle trouvait plutôt la situation malaisante, mais pas au point d'avoir peur pour sa vie. Cet homme n'avait jamais été vraiment menaçant, en tout cas dans la vie réelle, mais un jour, alors qu'Élise rentrait de la laverie, quelque chose a attiré son attention. Une voiture qui semblait la suivre depuis un bout de temps. Elle a fait, pour s'assurer que cette voiture la suivait, elle a fait plusieurs détours, elle a pris des chemins qu'elle ne prenait pas d'habitude, et cette voiture était toujours derrière elle. Finalement, elle a décidé d'aller chez elle, et en se garant devant son immeuble, elle a remarqué que Stan l'attendait là. Il la fixait, debout, complètement silencieux, et c'est à ce moment-là qu'Élise a compris que les choses étaient plus graves qu'elle ne le pensait. Donc elle est remontée dans sa voiture, elle a tout de suite composé le 911, le numéro des services de secours, et alors qu'elle était en train d'appeler, Stan s'est approché doucement de son véhicule et il a toqué à sa vitre. Élise n'a pas réagi, elle a dit aux policiers de venir rapidement, et heureusement Stan est resté sur place, ce qui a permis aux policiers de l'appréhender. Les agents de police ont parlé avec Stan, mais il ne semblait pas très concerné par la situation. Probablement qu'il se disait que cet individu qui ne semblait pas être dangereux, eh bien ne méritait pas leur attention. Donc après avoir interrogé Stan, ils ont demandé à Élise quelques informations, s'ils avaient des preuves du harcèlement qu'il lui faisait subir. Élise a montré toutes les conversations, mais pour les policiers, ce n'était pas assez. Stan a assuré qu'il allait partir, rentrer chez lui et qu'il ne tenterait plus de rentrer en contact avec Élise. Les policiers étaient plutôt satisfaits de la résolution de cette situation, donc eux aussi sont partis. Depuis ce jour, Stan respecte sa parole. Élise ne l'a plus jamais revu, ni lui, ni les autres personnes qu'elle a pu apercevoir en sa compagnie. Donc la personne qui avait les cheveux blonds et les autres. Une histoire assez troublante. Comment, grâce à un pseudo, quelque chose comme ça, Stan a pu retrouver la trace d'Élise. Peut-être qu'elle avait parlé de choses un peu privées sur certains forums, ce qui a permis à Stan de la localiser. Une histoire assez étrange, je l'admets, et j'espère sincèrement qu'il ne retournera jamais dans la vie d'Élise. Maxime nous dit qu'il a rencontré un ami quand il était âgé de 15 ans. Cet ami, lui, en avait 17, et déjà rapidement au début de leur relation, il y avait des signes qui ne trompent pas, mais que lui n'a pas su voir. Il nous dit que tout avait commencé, comme des petites chamailleries, des petits jeux. C'était deux mecs, jeunes, et par exemple, l'ami de 17 ans l'entraînait à l'abri des regards et faisait comme s'il le frappait, mais toujours sur le ton de la rigolade. Mais Maxime, en rentrant chez lui plus tard, se rendait compte qu'il avait comme des bleus, des ecchymoses sur le corps, et donc que les fameux coups qui étaient portés sous le signe de la rigolade n'étaient peut-être pas si retenus que ça. Lors d'un autre moment, cet ami a plongé la tête de Maxime dans un buisson, mais pas n'importe quel buisson, des orties. Ça peut être assez douloureux, problématique, mais pour Maxime, c'était encore une fois sous le coup de l'humour. Il ne voyait pas nécessairement de mal à la situation. Le temps a un peu passé, et c'est en seconde que là, les choses ont changé. Maxime s'est rendu compte qu'il était attiré par les hommes. Le pote qu'il avait rencontré l'était lui aussi, et donc à la fin de la seconde, ils ont décidé d'officialiser leur relation. Mais à l'image de leur relation d'abord amicale,
leur relation amoureuse était toxique. Le fameux petit copain demandait souvent à Maxime de lui faire des massages. Parfois Maxime acceptait, mais quand il refusait, Maxime se faisait plaquer au sol et le copain le chatouillait jusqu'à ce qu'il cède et donc lui fasse finalement le fameux massage. C'était pas forcément quelque chose qu'il voulait de base, donc il faisait pas un grand massage, et si le fameux petit copain considérait qu'il s'arrêtait trop tôt, il recommençait à le mettre au sol et à le chatouiller. On peut penser encore une fois que c'est de la chamaillerie, mais les choses évoluent. Encore vers le pire, c'est-à-dire que pour aucune raison, Maxime se faisait plaquer, presque étouffé contre le mur, et sa seule raison de se libérer, c'était clairement de se battre. Les mots qu'il pouvait dire ne changeaient absolument rien à la situation. Il demandait à son copain d'arrêter, mais ça ne changeait absolument rien. Maxime avait beaucoup de mal, il était petit, très fin, alors que son petit copain était plus grand, il faisait de la musculation, donc à chaque fois se débattre, c'était toujours une affaire aussi assez compliquée. La relation a encore une fois régressé, c'est-à-dire que les fameux coups qui étaient portés de base pour rire sont devenus des vrais coups, douloureux. Donc Maxime avait de plus en plus d'ecchymoses sur le corps. Et quand je vous dis qu'il se faisait frapper absolument sans aucune raison, d'ailleurs, bien qu'il n'y ait aucune raison valable qui peut justifier un tel comportement, c'est qu'une fois, il est rentré dans la voiture d'un ami et il a pris la place du passager à l'avant. Le petit copain a été vexé, donc pendant tout le trajet, il mettait des coups au niveau du bras de Maxime. C'était tellement douloureux pour notre ami qu'il en a même pleuré, et celui qui conduisait, l'ami, n'a absolument pas réagi à ce qu'il se passait là, probablement habitué en fait à déjà voir ce genre de comportement entre Maxime et son copain. Une autre fois, Maxime s'était fait percer l'oreille, donc quelque chose qui peut rester douloureux un petit temps, et son petit copain n'a pas trouvé de chose plus amusante que de le frapper pile poil là où son oreille était percée, au point que Maxime en saigne. Il a essayé de lui en parler plusieurs fois. Quand il lui en parlait verbalement, son copain niait complètement son implication dans les événements. Quand il lui parlait par message en disant s'il te plaît, ne me frappe pas au niveau des oreilles, la personne ne répondait pas par rapport à ce qu'il disait, mais par rapport à son orthographe, il le corrigeait. Et finalement, Maxime, au bout d'un moment, n'en pouvant plus, a pris la très bonne décision de se séparer de cette personne. Et ils ont quand même décidé de rester amis. Et justement, de par cette relation qui était redevenue amicale, cette personne, donc l'ex-copain, passait beaucoup de temps chez lui. Maxime raconte tout ça pour vraiment comprendre dans quel engrenage il était. Il était clairement sous influence. Par exemple, le mec le faisait fumer lui tout seul, alors que le mec ne fumait pas. Peut-être pour rendre Maxime dépendant, on ne sait pas trop, mais en tout cas, voilà, il était vraiment dans cet engrenage, dans cette spirale toxique, et c'est important de le comprendre. Parce qu'il y a un jour où notre cher ami a vraiment cru qu'il allait y passer. Lui avait 16 ans et son copain en avait 19. Au départ, tout semblait absolument normal. Les deux traînaient ensemble, normalement, et pour clarifier quelque chose tout de suite, les souvenirs de Maxime sont extrêmement flous. Il se souvient de bribes de choses. Il se souvient avoir été allongé. L'autre type était à califourchon sur lui, le bloquant de tout son poids, empêchant Maxime de bouger. Et un détail précis à ce moment-là, c'est que à ce moment-là, il n'y avait pas de chatouille. Ce n'était pas la même scène qu'avant que Maxime a décrit, où il se faisait plaquer au sol et chatouiller. Il se souvient simplement des deux mains de cette personne sur son cou qui se resserrait de plus en plus. Et c'était pas quelque chose où cette personne mimait le fait d'étrangler quelqu'un. Il étranglait réellement Maxime. Maxime se souvient qu'il n'arrivait plus à respirer ni à parler. Il a juste réussi à marmonner « je n'arrive pas à respirer, lâche-moi ». Mais ayant la gorge coupée, presque aucun son ne sortait de sa bouche. Maxime se débattait, il tapait sur le sol, il essayait de se libérer de l'emprise de cette personne. Et il se souvient avoir pensé « est-ce qu'il essaie vraiment de me tuer ? Est-ce que je vais mourir ici et maintenant ?» Il se souvient de tout ça, mais aussi très clairement du visage de cet individu qui était en train de clairement l'assassiner. Cette personne riait, il souriait, comme si tout cela n'était qu'un jeu. Maxime ne sait pas comment il s'en est sorti. Est-ce qu'il a réussi à taper ce type? Est-ce qu'il a réussi à se retourner? Il ne sait pas, mais en tout cas, il se souvient qu'il a réussi à se libérer de tout ça. Pour Maxime, cet événement était tellement flou que le lendemain, il ne savait même plus réellement si ça s'était bel et bien passé ou pas. Mais la douleur qu'il avait au niveau de la gorge l'a rapidement ramené à la réalité. Il sentait qu'il avait quelque chose qui n'allait pas. Il avait peut-être des bleus, en tout cas il avait des marques au niveau du cou, ça c'est sûr. Et donc, une fois rentré chez lui, il a envoyé un message à la personne responsable de tout ça. Il lui a dit « tu m'as laissé des marques sur le cou » et l'autre a juste répondu « ah désolé ». Maxime a continué de fréquenter cette personne en tant qu'ami, mais c'est plus tard, quand il a raconté toute cette histoire à une amie, qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait quelque chose qui clochait. Cette amie était complètement horrifiée et lui a dit « Maxime, tu dois complètement
arrêter de voir cette personne. Un jour, tu vas y passer. Tu n'auras pas la même chance que la dernière fois. Donc Maxime, cette fois-ci, avec l'intervention de cette personne extérieure à toute cette histoire, prend conscience des choses. Il a envoyé un message à cet individu très dangereux en lui disant « je ne veux plus jamais te voir » et l'autre a simplement répondu « c'est compréhensible ». Aujourd'hui, Maxime est âgé de 19 ans. Il se demande encore ce qui aurait pu se passer s'il avait été moins tenace lorsque cette personne essayait de l'étrangler. Et il a décidé très courageusement d'en parler sur Reddit parce qu'il a peur d'en parler à des personnes autour de lui parce qu'il l'a déjà essayé. Et la seule chose qu'on lui a répondu, c'est que c'était potentiellement sa faute car il avait dû donner des mauvaises idées à cet individu et que probablement le comportement de Maxime faisait passer toute la situation pour un jeu. Encore une fois, c'est plus simple de culpabiliser les victimes que de s'en prendre aux vrais responsables. L'histoire de Thomas est une histoire qu'il n'a jamais compris et à laquelle il n'a encore aujourd'hui aucune réponse. Il nous dit que tout a commencé durant un été. Il était venu passer 2 mois chez sa mère afin de l'aider à s'installer dans une nouvelle maison. Son père était décédé malheureusement récemment, donc sa mère voulait complètement changer de vie, quitter la maison où elle avait tous les souvenirs pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc elle s'est installée dans un quartier extrêmement résidentiel avec toutes les maisons à l'américaine bien rangées, etc. Et un soir, Thomas était tranquillement installé à regarder la télévision et sa maman, elle, dormait déjà. Et c'est alors qu'il était plongé devant la télé que là, il a entendu quelqu'un frapper à la porte. Mais ce qui a été très surprenant, c'est que cette personne n'a pas frappé à la porte d'entrée, cette personne a frappé à la porte arrière. Donc ce son inattendu a sorti Thomas de ce qu'il regardait et il s'est posé des questions. Il s'est dit, est-ce que ce que j'ai entendu, je l'ai effectivement bel et bien entendu? Le porche était plongé dans l'obscurité, il n'y avait plus aucun son, juste un silence pesant. Mais intrigué, Thomas a décidé de se lever du canapé et il a allumé la lumière à l'extérieur de la porte arrière. Et c'est là que ce qu'il a vu, ça lui a glacé le sang. Il y avait, au niveau du patio, un homme qui se tenait là complètement immobile. Il semblait avoir la quarantaine, il avait un sweat à capuche gris et un jean. Ses mains étaient dans les poches et cet homme ne regardait pas Thomas, il regardait le sol comme s'il attendait quelque chose. Bien sûr, Thomas a préservé sa sécurité, il n'a pas ouvert la porte, il a juste demandé au travers de la vitre ce que cet homme voulait. Il a dit, est-ce que je peux vous aider? Il y a eu un silence, assez long, anormalement long même, et l'homme a levé lentement la tête, et Thomas a constaté que le regard de ce dernier était extrêmement vide. Mais c'était bizarre, c'est comme si en fait l'homme était par exemple défoncé, mais qu'il essayait d'avoir l'air normal. Il a fait un petit sourire, un peu bizarre, un sourire forcé, et il a dit « Désolé mec, je crois que j'ai oublié ma veste ici ». La voix de l'homme était un peu molle. C'est comme s'il avait la bouche extrêmement pâteuse, et pour Thomas, c'est sûr, ce que cet homme raconte, c'est complètement incohérent. Sa mère vit là depuis quelques jours, il y avait personne avant, impossible que quelqu'un ait oublié quoi que ce soit. Donc il lui dit, sobrement, vous vous trompez de maison. Et c'est là que l'homme a eu un comportement encore plus étrange. Il a incliné la tête, vous savez comme quand on dit quelque chose à un chien et qu'il est un peu intrigué, il a ce petit mouvement de tête, bah cet homme fait pareil. Il a toujours son petit sourire, et au bout encore une fois d'un long silence, il répond « Ah bah désolé ». Il fait mi-tour et il s'éloigne jusqu'à disparaître dans l'obscurité de la nuit. Là, Thomas avoue qu'il a fait une erreur. Il a éteint tout de suite la lumière au niveau de la porte, alors qu'il aurait dû peut-être la laisser allumée pour s'assurer que l'homme partait bel et bien. Un peu choqué de ce qui s'était passé, enfin choqué c'est un grand mot mais perturbé en tout cas, Thomas est allé se coucher et alors qu'il était sur le point de s'endormir, il y a une pensée qui lui a traversé l'esprit. Il se dit « Attends, il a pas refermé la barrière ?» Et ça Thomas le sait parce que généralement la clôture fait du bruit quand on l'utilise, c'est-à-dire qu'il y a un énorme grincement et ce grincement, après la visite de l'homme, Thomas ne l'a pas entendu. Un peu paniqué, Thomas est retourné pour aller allumer la lumière qu'il avait utilisée quand le mec était venu, donc la lumière de la porte arrière. Il appuie sur le bouton et rien. Quand je dis rien, c'est pas qu'il n'y avait personne, c'est que la lumière ne s'allumait plus. Donc il a patienté dans la cuisine, à regarder autour pendant toute la nuit jusqu'à ce que les premières lueurs du jour ne viennent, et c'est une fois rassuré par la lumière du soleil que là il a décidé de faire un tour de la maison. Il a inspecté déjà l'ampoule de la fameuse lumière de l'extérieur là qui ne s'allumait plus, et il s'est rendu compte qu'en fait quelqu'un l'avait dévissée. Alors l'ampoule n'a pas été enlevée, elle a juste été un peu dévissée pour qu'il n'y ait plus de contact et donc qu'elle ne puisse plus s'allumer. Pour Thomas, c'en est trop, il appelle la police. La police vient, une inspection des lieux est réalisée, et ce qui est découvert c'est qu'il y avait des marques autour de la porte d'entrée. Pour les policiers, aucun doute possible, quelqu'un a essayé de forcer la serrure. Les voisins ont été interrogés et il y en a un qui a dit qu'il a vu quelqu'un rôder autour de la maison. Cette personne-là, c'était
un homme qui rôdait dans le jardin de la maison pendant que Thomas et sa maman n'étaient pas là. C'était en plein après-midi et eux étaient partis faire des courses à ce moment-là. Mais ce qui est absolument fou après dans cette histoire, et c'est ça justement qui apporte beaucoup de mystère pour Thomas, c'est que après ces événements, plus rien. Personne n'a été arrêté, aucun cambriolage ou quoi que ce soit n'a été déclaré dans le voisinage, et cette personne n'est jamais revenue. Donc qu'est-ce que cette personne voulait? Un cambriolage qui n'a pas mal tourné mais qui n'a pas abouti peut-être. Thomas l'ignore complètement, mais ce qui ne le rassure pas forcément, c'est que après ces événements, sa maman, elle, s'est mise à vivre dans la maison complètement seule. L'histoire de Claire s'est passée il y a à peu près 1 an. Elle vivait avec son mari et ses 3 enfants, âgés à l'époque de 9, 7 et 2 ans. Ils vivaient à la lisière d'un petit village anglais dans une zone rurale, un coin super tranquille où rien ne laissait présager de la nuit terrible qu'elle allait passer. Comme chaque soir, Claire avait pour habitude de vérifier que sa porte d'entrée était bel et bien verrouillée. Parfois, elle ajoutait même la petite chaîne à le petit loquet par sécurité. Et une nuit, elle a été brutalement réveillée. Elle entendait des coups assez violents être portés sur la porte d'entrée. Mais c'était pas des coups comme si on souhaitait que quelqu'un nous ouvre la porte, c'était des coups plutôt faits de manière frénétique pour faire céder la porte. Au début, Claire a pensé à un voisin ivre, quelqu'un qui est rentré d'un pub et qui a confondu sa maison avec celle de Claire. Mais au bout d'un moment, les bruits ont laissé place à la poignée qui était utilisée, comme si quelqu'un essayait de rentrer vraiment dans la maison. Son mari s'est levé, lui aussi entendait les coups, il est directement allé voir près de la porte d'entrée. Claire était figée dans l'escalier, elle avait son téléphone dans la main, elle était prête à appeler les secours, et c'est là que son mari s'est mis à crier, il a haussé le ton en disant « J'ai des enfants ici, partez tout de suite ». Mais la personne qui était de l'autre côté, qui semblait être un homme, parlait lui aussi avec une voix assez étrange. Cette voix laissait plutôt présager que l'individu était soit drogué, soit sous l'emprise de stupéfiants, soit complètement instable mentalement. Il n'arrêtait pas de répéter un prénom, celui d'une femme, et c'est comme s'il était persuadé que la famille de Claire cachait cette fameuse personne qu'il recherchait. Le mari de Claire, lui, a affirmé plusieurs fois que cette femme ne vivait pas ici, mais l'homme, lui, ne voulait pas lâcher l'affaire, il n'arrêtait pas de répéter « Je sais qu'elle est là, je vais rentrer ». Les bruits étaient toujours présents, mais c'était des bruits très bizarres. D'abord c'était des coups, après des grattements, enfin bon, il y avait même à un moment donné des bruits qu'on ne pouvait même pas vraiment définir, mais le mari en ayant assez a crié « Ma femme a appelé la police ». Et c'est là qu'il y a eu un dernier coup sur la porte, puis plus rien. Le silence. Et la voix de l'homme aussi avait disparu, c'est comme s'il n'avait jamais été là. Après s'être assuré qu'effectivement il n'y avait plus l'homme, le couple est retourné se coucher, mais naturellement Claire n'a pas réussi à trouver le sommeil. C'est au petit matin, une fois que l'obscurité avait laissé place à la lumière du jour, que là Claire a décidé de sortir, rassurée, et c'est là qu'elle a fait une découverte atroce. La porte d'entrée était enfoncée. Elle tenait le coup, mais elle avait été assez violentée. Il y avait une sorte de creux en plein milieu, comme si on avait donné un coup de masse sur la porte. Autour de la poignée, il y avait des traces de griffures, des marques d'ongles, et pire que tout cela, il y avait aussi du sang. Claire a pris des photos et ensuite elle a tout nettoyé. Et après elle a trouvé encore autre chose. À côté des poubelles, il y avait un cendrier qui avait été explosé en 1000 morceaux. Et ce cendrier, lui aussi, était taché de sang. Pour Claire, c'est sûr, l'homme a essayé d'utiliser le cendrier pour défoncer la porte, mais il s'est blessé dans la manœuvre. Un pot de fleurs avait lui aussi été renversé, il y avait de la terre absolument partout. C'était en fait comme si il y avait une bagarre, alors que Claire et son mari en sont sûrs, il n'y avait qu'un seul homme cette nuit-là. Plus tard dans la journée, le couple est allé parler avec des voisins pour voir s'ils avaient entendu quelque chose, même vu quelque chose, mais eux ont juste entendu des cris, comme si un homme ivrogne passait par là. Mais ils ont été assez horrifiés d'apprendre la réalité de toute la situation. Et à un moment donné, en parlant, Claire a dit le nom, celui de la femme que cet homme cherchait, et les voisins en l'apprenant étaient assez choqué. En fait, la femme qui a été mentionnée, c'était l'ancienne locataire de la maison où vivaient Claire et sa famille. Elle a vécu dans la maison quelques années et il se trouve qu'en fait, elle était impliquée dans des affaires assez louches, du trafic de drogue, et elle était aussi connue pour fréquenter des gens qui n'étaient pas recommandables. Donc Claire comprend tout, cet homme était quelqu'un qui connaissait cette ancienne locataire et il pensait qu'elle vivait encore ici. Depuis cet incident, Claire et son mari ont fait installer une caméra pour leur propre sécurité et ils ont également fait installer un système d'alarme qui permet d'appeler les services d'urgence en appuyant sur un seul bouton, donc un système plutôt efficace. Heureusement, ce soir-là, rien n'est arrivé à Claire ou à qui que ce soit de sa famille et ce qui l'effraie, c'est que clairement, cet homme, au vu de la violence dont il a fait preuve, aurait pu être quelqu'un d'extrêmement dangereux pour Claire et sa famille.
Quand Julien a eu son diplôme à 24 ans, il n'avait qu'une seule envie, c'était de pouvoir vivre sa propre vie, vivre seul. Et il a eu un petit coup de chance parce que sa grand-mère était partie en maison de retraite, donc sa maison était vacante. Il a demandé à ses parents s'ils pouvaient y vivre et ses parents ont dit ok. Sa grand-mère, bien sûr, a été consultée, elle aussi accepté, elle préférait que ce soit un de ses petits-enfants qui vivent ici plutôt qu'un inconnu. La fameuse maison était dans un quartier qui était, selon ce que dit Julien, en pleine évolution. Concrètement, c'était un quartier prometteur où on pouvait mener une belle vie, mais pour le moment, ce n'était pas encore un quartier super sûr. Julien était plutôt enthousiaste juste au moment où il a fait sa première visite de la maison. C'était une maison qui était tout en longueur, avec un cellier en sous-sol, qui était accessible uniquement de l'extérieur. Julien visitait les lieux. Il essayait de visualiser un peu comment il pourrait mettre un peu la maison à son goût avec des meubles, etc. Et c'est là qu'il a commencé à entendre des bruits qui lui semblaient assez bizarres. C'était pas quelque chose de normal. Et le truc, c'est que ces bruits venaient du sous-sol. Curieux et surtout apeuré car il était censé être tout seul, il a appelé la police. Et dès que la police est arrivée, il a inspecté les lieux avec eux. Toute la maison a été fouillée, par contre, dans le fameux sous-sol, là la police, ils sont allés tout seuls. Et ce qui est fou, c'est que quand la police est sortie de ce fameux sous-sol, ils en sont sortis avec 6 personnes. C'était concrètement des squatteurs qui vivaient là depuis un certain temps, probablement depuis que la grand-mère avait quitté les lieux. Une fois que toutes les personnes ont été escortées dehors, Julien a voulu voir à quoi ressemblait ce sous-sol de ses yeux, et il n'y avait là que des murs en béton, le chauffe-eau, la tuyauterie. Les agents de police, eux, avaient récupéré des petits trucs qui appartenaient aux squatteurs comme des drogues ou des objets illégaux, mais il y avait certaines choses qui restaient. Ce qui restait, c'était des choses que les agents de police ne pouvaient pas prendre, c'est-à-dire des graffitis sur les murs. Et c'était pas des graffitis qui avaient été faits pour décorer. Il y avait des patagrammes, des symboles que bien sûr Julien ne comprenait pas, mais par contre sur le sol, il y avait un cercle. Pour Julien, qui était complètement néophyte de ce genre de truc, parce que clairement là on avait affaire peut-être à du satanisme ou quelque chose de sectaire, pour Julien lui, c'est juste des symboles qui le rendent extrêmement mal à l'aise. Donc le cercle sur le sol ayant été fait à la craie, il a versé de l'eau pour nettoyer. Par contre les graffitis, pour le moment il les a laissés en l'état. Le temps a un peu passé, Julien a un peu s'installer, petit à petit il a pu prendre ses marques dans sa nouvelle maison, et il a fait des rencontres, il a même rencontré une femme qui allait plus tard devenir sa future femme. Et un soir, alors qu'il était avec sa future femme en train de se brosser les dents tranquillement dans la salle de bain, il a entendu quelqu'un frapper à la porte arrière de la maison. Il était 1h du matin. À 1h du matin, on ne frappe pas à la porte arrière d'une maison. En plus, il y avait un portail, un jardin, donc la personne qui frappait avait concrètement fait une intrusion sur la propriété de Julien. Pourquoi ne pas passer par la porte d'entrée, je vous le demande. Julien est allé voir et sa porte arrière était une porte où, vous savez, il y a 2 portes à l'américaine. Donc il y a la porte qui était verrouillée, qui menait vers l'extérieur, et vers l'intérieur il y avait une autre porte que là Julien ouvre. Il voit là un homme qui semble extrêmement calme. Il n'a pas du tout l'impression de casser les noisettes à quelqu'un qui se préparait à aller dormir. Julien demande donc à l'homme ce qu'il fait ici, surtout à une heure aussi tardive, et l'homme lui répond: est-ce que Christina est là? Il n'y avait pas de Christina là, donc Julien lui dit, il ajoute aussi le fait que sûrement l'homme s'est trompé de maison, et l'homme répond: ah, tu veux que je parte? Et là Julien commence à sentir une sorte de tension monter. D'un côté il y a la peur, mais d'un autre côté il y a l'énervement. Il est chez lui, il fait comme on lui semble, donc il dit à l'homme: tu devrais partir et ne jamais revenir. L'homme n'a pas répondu. Il est resté là sans bouger, à fixer Julien silencieusement. Julien a ensuite refermé la porte et il a reculé un peu et il a vu l'homme, lui, partir très tranquillement, descendre les marches qui menaient vers la porte, et il a marché dans le jardin et à un moment donné, il s'est arrêté. Julien le regardait de loin et c'est là que l'homme s'est dirigé vers l'accès, vers le fameux sous-sol là qui se trouve en extérieur, et il a commencé à vouloir ouvrir l'accès. Donc là Julien a dit: ça va pas recommencer les squatteurs, donc il a réouvert la fenêtre, il a crié: pars d'ici ou j'appelle la police. L'homme se remet à poser ses yeux sur Julien et ensuite il repart. Pendant toute la nuit, Julien n'a pas fermé l'œil, ce qui se comprend. Il pensait éventuellement en avoir fini, mais il avait tort. Quelques mois plus tard, sa petite amie, donc sa future femme, a signalé à Julien que ce même homme était revenu. Cette fois-ci en pleine journée, et il s'était mis là dans le jardin à fixer la maison. Julien, lui, en entendant ça, se dit qu'il n'allait pas remenacer l'homme. Il a pris son téléphone directement et il a appelé la police. L'homme a encore une fois essayé d'ouvrir l'accès vers le sous-sol, et avant que la police ne puisse arriver, l'homme était parti. Le lendemain de cet événement, Julien voulait comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans ce sous-sol qui pouvait autant l'intéresser. Est-ce qu'il y avait
quelque chose qu'il n'avait pas vu quand il y était allé, il y avait un objet, une cachette, qui sait, donc il veut en avoir le cœur net. Il y va et il ne trouve rien. C'est un vieux sous-sol avec cette odeur d'humidité, mais il n'y a rien. Jamais il n'a su pourquoi cet homme voulait tant entrer dans ce fameux sous-sol. Il se dit que c'est peut-être une histoire avec les fameux symboles sur le mur, mais d'un autre côté, il pense que ça n'a peut-être rien à voir. Est-ce que c'était quelqu'un qui voulait encore une fois squatter parce qu'il avait entendu parler de cet endroit? Mais bon, quoi qu'il en soit, faute de moyens, Julien a dû à un moment donné déménager. Donc cet homme, il ne l'a plus jamais revu, mais parfois cette question vient toujours lui trotter en tête. Qu'est-ce qu'il pouvait bien chercher? Mesdames et messieurs, nous en avons fini pour ces 5 histoires, celles qui ont le plus perturbé les utilisateurs de Reddit pendant le mois de mars. J'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé qu'on avait là des histoires très intéressantes. En tout cas, j'ai beaucoup aimé vous les partager. J'espère que vous avez aimé les entendre. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram AkenTV pour me raconter votre histoire. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, marquez en commentaire le mot sous-sol, en référence à ce fameux sous-sol qui a l'air de cacher un secret bien mystérieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!